Nous en arrivons à la page culture, comme tous les samedis, l'actualité dans le secteur culturel et puis également un invité sur le plateau. Entrepreneurs ouest-africains bénéficient du soutien d'un programme triennal de l'ACP UE Culture, une université d'été à Lomé au Togo, afin de mieux former ses promoteurs culturels. Isaïo. Booster le secteur culturel de l'Afrique de l'Ouest afin qu'il soit un levier important du développement de la région. Le programme ACP UE Culture s'est assigné cet objectif pour les 3 années à venir. La première université d'été à Lomé au Togo est instituée à cet effet pour relever tous les défis culturels en Afrique de l'Ouest. Nous rêvions de lancer les bases d'un début de partenariat multi-acteurs, l'un des maillons faibles de l'écosystème culturel et créatif dans le pays. Nous étions vraiment excités à relever ce grand défi dans un contexte ô combien morose. S'il y a un secteur qui est fortement impacté par la pandémie de la Covid-19, c'est bien celui de la culture. Des fonds sont mobilisés par le programme ACP UE Culture pour soutenir la création dans les pays du Sud. Le renforcement du secteur culturel va ainsi permettre la sensibilisation des publics. L'éducation artistique et la médiation culturelle, la compréhension des enjeux actuels et le développement de l'esprit critique et de la citoyenneté, en particulier pour la jeunesse. La culture est de plus en plus considérée comme un moteur de croissance économique. Cette aide, selon les participants, va favoriser la création. Avec la création de l'écosystème autour de tous les artistes, autour des structures culturelles, avec le réseautage qu'on va mettre en place, et ça va aller. La représentante du ministère de la Culture et du Tourisme salue cette coopération Nord-Sud pour le rayonnement culturel de la région. Cet événement constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérable entrepris par des acteurs privés du secteur culturel et créatif du Togo, et j'ose croire qu'il sera à la hauteur de leur ambition. Le secteur culturel constitue un secteur à fort potentiel. 11 pays de l'Afrique de l'Ouest prennent part à cette première édition de l'université d'été à Lomé au Togo. Plus de 4 milliards de francs CFA sont débloqués pour la gestion des projets culturels dans l'espace ouest africain. Plus de 2 milliards seront directement gérés par les structures africaines. Le peuple Atchan, par la célébration du Fatchoué, perpétue le passage de la jeunesse à l'âge adulte. À Elokate, village Atchan, les Tchagba ont passé leur test de maturité. Ils sont aptes à prendre la parole et par extension diriger les affaires du village. Voyage dans la culture Atchan avec Franck Quadio. Ils sont dans la ligne pour la prise de pouvoir à Elokate, en pays Atchan. Ces guerriers représentent les différentes catégories d'âge de la génération Tchagba. Après les Doubo il y a quelques années, c'est au tour des Tchagba de célébrer la Fatchoué, le test de maturité, ces hommes et femmes désormais aptes à diriger. Des promus fiers d'entrer dans la cour des grands, des hommes et aussi des femmes. L'une d'entre elles tranche dans le décor, c'est la ministre de la Culture Arlette Badou-Nguessan, adoptée comme membre entière. D'abord remercier tout le village d'Elokate. Il faudrait que nous restons unis, que nous restons sages, que nous restons matures pour maintenir la paix au niveau du village et aussi au niveau de la Côte d'Ivoire. Une fête qui se veut un moment de partage, l'homologue sénégalais, invité spécial de cette célébration. Ça prouve encore une fois, en Afrique, nous avons des exemples à donner, nous avons pacifique dans l'organisation de nos sociétés. En tout cas, c'est avec satisfaction que j'ai quitté ici. Être des hommes de décision pour mieux porter la cohésion, la recommandation du parrain. Chers frères et sœurs promus de ce jour, vous êtes donc des hommes matures. Il vous appartiendra
au nom de cette maturité, d'avoir en vous la justesse. Au nom de l'organisation des fils du village, Barthélemy Agré-Nobou a fait profession de foi. La Fatchoué reste un pays Atchan, un modèle d'affirmation de l'unité traditionnelle. Et on démarre notre entretien de la page culture. Bonsoir Franck Etienne. Bonsoir. Vous êtes journaliste, nouvel auteur. Votre première œuvre est un roman, le titre « Maman, je suis devenue journaliste ». On a tout de suite envie de vous demander, est-ce là l'histoire de votre vie, Franck Etienne? Merci de me recevoir déjà. L'histoire de ma vie, non, tout de suite. Parce que je n'ai pas eu envie d'écrire l'histoire de ma vie. J'ai eu juste envie de partager une histoire. L'histoire de ce jeune homme que vous retrouvez dans le livre, qui a un dialogue avec sa maman. Et la maman souhaite qu'il devienne juge et lui, il rêvait de devenir journaliste. Et de péripétie en péripétie, il finit par devenir journaliste. Alors l'histoire d'une vie, d'un dialogue entre une mère et son fils. Franck Ouadio nous décrypte l'œuvre et on se retrouve tout de suite après. Franck Etienne, ivoirien et journaliste, est désormais auteur d'un livre. « Maman, je suis devenue journaliste ». C'est l'intitulé d'un roman autobiographique qui allie plusieurs genres. Une œuvre littéraire à travers laquelle l'auteur explore les arcanes de la vie dans ses divers aspects, des plus douloureux aux plus éclatants. La trame est très enthousiaste, très dense. C'est un roman réaliste qui raconte avec des mots simples, des mots de tous les jours, la vie d'un parcours, bien l'histoire d'un parcours qui est parti de vraiment rien et qui est comme une revanche sur la vie d'un auteur, d'un journaliste à qui on ne prédisait pas un tel avenir et dont la mère avait souhaité qu'il soit juge. Maman, je suis devenue journaliste, un livre de 112 pages porteur de rêves et d'amour, mais surtout plein d'enseignements. Dans un style léger, l'auteur plonge ses lecteurs dans l'univers d'un journaliste qu'il est. Préfacé par Kébé Yakouba, journaliste et ancien directeur général de la RDI, l'ouvrage traite de plusieurs thématiques. La pauvreté, l'éducation, la dignité et l'honneur sont entre autres les thèmes abordés dans Maman, je suis devenue journaliste de Franck Etienne. Maman, je suis devenue journaliste, vous l'avez dit, ce n'est pas l'histoire de votre vie. Mais pourquoi est-ce qu'on ne retrouve pas le nom du personnage principal dans l'œuvre? Je l'ai parcouru, on ne voit son nom nulle part sur les 112 pages. C'est un style comme tous les autres. Hein. C'est un jeu narratif. Et le jeu, on pourrait le considérer donc comme le personnage principal, c'est tout. Le personnage principal. Alors, ce personnage principal, il a un parcours assez atypique, vendeur de journaux, cireur, vigile, DJ, avant de devenir journaliste comme il a souhaité. Pourquoi tant d'épreuves avant d'atteindre son objectif? Oui, tant d'épreuves pour, si vous voulez, parvenir donc à un enseignement. Le travail, l'abnégation, se fixer des objectifs, les atteindre, se donner tous les moyens pour atteindre ces objectifs et surtout dire que ce qui est le plus important dans la vie d'un jeune, ce n'est pas l'insertion professionnelle, mais c'est plutôt l'insertion sociale. L'insertion professionnelle, vous pouvez aller à l'école, apprendre, savoir et devenir enseignant, mais après, comment est-ce que vous mettez ce savoir à votre propre service pour interagir, si vous voulez, avec le monde et les autres qui vous entourent. Et donc ce parcours-là ressemble à un parcours initiatique qui amène le jeune homme donc, sur certains sentiers qui sont, comme je le dis, si on regarde les quartiers dans lesquels il a évolué, à Tekoubé, à Djamé, Yopougon, qui amènent donc dans des sentiers qui sont à la lisière, si vous voulez, de la délinquance. Mais finalement, il ne succombe pas, il ne cède pas à la tentation de devenir délinquant. Il reste focus sur l'école pour aboutir à ses fins. Je tire un mot de votre réponse, parcours initiatique, c'est assez bien dit. Est-ce que, à la suite de ce parcours initiatique, on voit qu'il a bien réussi à atteindre son objectif, mais est-ce qu'on doit voir là finalement un échec pour des ambitions de sa mère pour lui? Est-ce qu'on doit voir derrière votre histoire que l'enfant doit plutôt suivre les ambitions des parents ou suivre son propre rêve?
Oui, ça pose, effectivement, ce roman pose la problématique du transfert des rêves entre parents et enfants. Les enfants ont bien souvent leurs rêves parce que, sachez, il faut savoir en tant que parent que quand on met un enfant au monde, il est, si vous voulez, influencé à la fois par la société dans laquelle il vit, par l'école, par un certain nombre de choses. Donc, à partir de là, il a ses propres choix. Et donc, ce n'est pas toujours évident qu'on arrive à lui imposer notre choix de départ. Et donc, ce jeune homme-là, il n'a pas échoué. Il a atteint son objectif, mais il aurait voulu. Parce que quand vous regardez tout au long de l'œuvre, à un moment donné, il a épousé le rêve de sa mère. Il voulait être juge parce que sa mère, il a vu les souffrances donc, de sa mère, qui est une dame pauvre, ce qu'il a élevé seul. Donc, à un moment donné, il voulait prendre cette revanche, je veux dire, de la vie que sa mère aurait dû peut-être prendre elle-même. Et donc, il voulait devenir juge pour faire plaisir à sa mère, mais le destin a été plus fort. Le destin a été plus fort. À un moment, à la fin pratiquement, il dit « Maman, j'étais en train de devenir journaliste. Peut-être je suis devenu journaliste. Hélas, pardonne-moi s'il te plaît. » Est-ce un regret? Non, pas forcément un regret. Pas forcément parce qu'il dit « Hélas, je suis devenu... » Oui, pas forcément un regret, mais je le disais tantôt, à un moment donné, il a épousé le rêve de sa mère. À un moment donné, il voulait devenir juge. Et si vous parcourez le roman, vous allez voir que à plusieurs occasions, il a fui le journalisme. À plusieurs occasions. Et quand il rentre à l'école de journalisme pour la première fois, enfin à l'école de communication, la seule option qui restait, parce qu'il n'était pas allé vite s'inscrire, et donc la seule option qui restait, c'était d'être journaliste. Ironie du sort. Et il refuse. Donc il va faire une formation qui n'a rien à voir avec le journalisme, mais le premier stage qu'il a, c'est dans un journal. Et il y va comme correcteur. Donc il s'est dit, c'est un tremplin. Voilà, pour un moment, et puis après il va se retrouver ailleurs. Mais finalement, de fil en aiguille, il finit par mordre à la maison, il accepte le destin qui s'impose à lui, et donc il demande pardon à sa mère de n'avoir pas réalisé ses ambitions à elle, mais d'avoir quand même atteint ses ambitions à lui avec plaisir. Parce que quand vous le voyez citer les noms de ceux qu'il rencontre dans le milieu, des aînés qu'il rencontre dans le milieu, il le fait avec beaucoup de passion, beaucoup d'amour. Mais par sa très très forte envie de réaliser les ambitions de sa maman qu'il a élevée toute seule, qui s'est battue pour la réussite de son fils, on voit que vous mettez en avant le concept de la monoparentalité. Quel est le message derrière? Le message derrière, c'est que ce n'est pas une fatalité. Ce n'est vraiment pas une fatalité, surtout pour nos mamans, de se retrouver seules à élever leurs enfants. Souvent, dans bien de reportages à la télé, on voit dans les marchés les mamans qui témoignent toujours, soit elles sont veuves et qu'elles sont seules à élever leurs enfants et elles appellent souvent l'État et d'autres personnes au secours. Et il faut leur dire simplement que ce n'est pas une fatalité et qu'avec un peu d'effort, on peut y arriver. De l'effort pour y arriver. De l'effort, vous en avez également fourni pour écrire cette œuvre qui est à plus de 1000 ventes en un mois. Votre éditeur nous l'a dit, c'est un best-seller dans son écurie. Comment vous expliquez cela? À un moment surtout, on voit que la lecture est en perte de vitesse quand même. Mais d'abord, pour le croyant que je suis, je vais dire que c'est Dieu. C'est Dieu d'abord qui est le moteur. Mais ensuite, pour l'intellectuel, on va trouver peut-être deux raisons. La première, c'est que les lecteurs aujourd'hui sont plus attirés vers les lectures, vers les œuvres qui dégagent une forte sensation, qui dégagent de forts sentiments, des sentiments réels, qui dégagent des faits réels. Leur vécu quotidien peut-être? Voilà, leur vécu quotidien. Ils veulent voir ce qu'ils ont l'habitude de voir, ils veulent lire ce qu'ils ont l'habitude de voir dans leur vie de tous les jours. La deuxième raison, c'est le préfacier. Le préfacier est un illustre personnage, c'est une personnalité, Kébé Yacouba. Kébé Yacouba, ancien directeur de la RTI, ancien directeur de Fraternité Matin, ancien président du FSDP et président actuel de la KIDP. Vous voyez que c'est un monument dans notre milieu. Donc, quand les gens voient, quand les populations ou bien les lecteurs voient déjà son nom sur votre ouvrage, je pense que... Et puis je suis une pièce rare parce que je suis le seul
qui l'a préfacé jusqu'à aujourd'hui. Waouh, c'est super. Alors, vous êtes journaliste, vous êtes en train de rencontrer un franc succès avec votre première œuvre déjà. Est-ce que ça ne nous ramène pas encore au contenu du livre? Est-ce qu'il ne va pas y avoir cette petite lutte-là entre vouloir continuer votre carrière journalistique ou bien devenir carrément écrivain? Heureusement que vous faites bien la distinction. Le contenu du livre, ça c'est le contenu du livre. Oui. Il y a le Franck Etienne, je veux dire, qui est en dehors, qui est l'écrivain. Alors aujourd'hui, ce qui est clair, moi je suis journaliste presse écrite. Alors le pas entre la presse écrite et être écrivain, c'est vraiment mince. Le fil est vraiment mince et je suis convaincu que, enfin pas convaincu, mais je prie Dieu que je n'arrête pas en si bon chemin. Voilà. Alors pour terminer, vous avez marqué que 500 francs CFA à reverser à un orphelinat, à chaque œuvre achetée. Ce volet social, il vous tient particulièrement à cœur? Oui, je vous ai dit tout à l'heure, je suis croyant. Et puis, n'oubliez pas aussi que, en tout cas chez nous, dans la Bible, il est clairement dit, Dieu le dit, j'aime les orphelins, j'aime les veuves, et tous ceux qui feront du bien ou du mal à l'orphelin ou à la veuve, c'est à moi Dieu qui le font. Voilà, donc il faut choisir donc de faire du bien à la veuve et à l'orphelin. Donc moi j'ai choisi pour ce premier jet-là de faire du bien à l'orphelin. Mais j'ai tenu à ce que ce soit marqué sur le livre parce que simplement je voulais attirer l'attention des lecteurs et de ceux qui verront le livre sur la condition de ces personnes-là qui n'ont pas demandé à venir au monde, mais qui sont retrouvées dans un monde où ils sont privés d'affection parentale. Merci beaucoup Franck Etienne, merci à tous de nous avoir suivis. Agréable fin de soirée, très bon week-end et à demain. Merci.